Heureux de vous retrouver avec Pascal Morel et Renaud Degas. Aujourd'hui, 10 octobre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, doit être présenté à 20h en Conseil des ministres avec l'ensemble du budget. Le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre 18 milliards cette année, même si on n'a pas les chiffres, ne sont pas encore communiqués, mais on a quelques informations. En 2024, donc, ce déficit est tiré par celui de l'assurance maladie qui serait proche de 15 milliards, beaucoup plus que ce qui avait été prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. En 2025, le déficit de la sécurité sociale serait de 15,7 milliards d'euros, malgré 15 milliards d'économies. Au contrepoint de la santé, Pascal, on a le sens du timing. Tu remarqueras. Ça s'appelle l'actualité. En français, nous recevons Thomas Fatome, directeur général de l'assurance maladie. L'assurance maladie est un colosse, a-t-on titré pour ce nouveau débat des contrepoints de la santé. L'assurance maladie, c'est 81 milliards de collaborateurs en CDI, 65 millions de personnes couvertes, 81 000 collaborateurs. On jongle avec les milliards, 65 millions de personnes couvertes et 200 milliards pour le coup de prestations remboursées. Mais l'assurance maladie est un colosse au pied d'argile, car son déficit chronique, dont on ne voit pas la fin, risque de remettre en cause sa pérennité. L'enjeu est aujourd'hui majeur et à la veille du 80e anniversaire de la Sécu, l'année prochaine, les difficultés s'amoncellent et de nombreuses questions se posent. Efficacité de son modèle de régulation qui repose sur des conventions avec des professionnels de santé, modèle régulièrement vivement remis en cause et critiqué par la Cour des comptes. Prévention et dépistage en jachère, essor du numérique, du dossier médical et de l'intelligence artificielle, inflation des indemnités journalières et des coûts des transports sanitaires, fraude sociale de l'ordre de 13 milliards d'euros pour l'ensemble de la Sécu, vous nous direz ce qui revient dans l'escarcelle de l'assurance maladie, financiarisation du système de santé. Le sondage grand public réalisé par Viavox pour les contrepoints de la santé nous révélera les relations qu'entretiennent les Français avec l'assurance maladie. Il y a quelques surprises. Merci donc Thomas Fatome d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de l'assurance maladie depuis 2020. Vous aurez 50 ans l'année prochaine. Vous êtes diplômé d'HEC et ancien élève de l'ENA. Vous avez été dans différents et nombreux cabinets ministériels et aussi à Matignon avec Édouard Philippe. Cette émission a été enregistrée le 10 octobre 2024 à la Villa M à Paris. Et nous remercions nos partenaires, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision, Care et Viavox. Pascal, première question. Notre émission va être rude. Pas avec vous, mais enfin sur des sujets rudes et difficiles. Alors pour vous détendre, on peut détendre un peu l'atmosphère Détendu. Ouais. L'atmosphère n'est pas tendue. D'abord, je salue tous nos confrères. D'abord, je vous salue toutes et tous. Et puis tous nos confrères et consoeurs journalistes qui sont nombreux ici. Et puis, je vous invite à lire la couverture, à lire Elle, notre excellent confrère de Elle. Pénélope Cruz dit 50 ans, c'est l'âge parfait. Et je pensais que c'était pour vous. Pénélope Cruz, c'est dans pas quelques mal. mois, c'est parfait. Il faudra attendre l'année prochaine. Bon, il va falloir faire preuve de pédagogie parce qu'effectivement, les chiffres, c'est compliqué et puis la situation est compliquée. Je vais rester, on va voir ça dans les détails tous ensemble. Pour autant, l'ONDAM, donc, on ne sait pas très bien exactement ce que c'est, mais enfin, grosso modo, c'est 2,8%, 3,1%, 2,8% pour la médecine de ville, 3,1% pour l'hôpital. Donc, mais c'est pas très clair parce que d'abord, les chiffres sont compliqués et puis déjà sont contestés. Alors, nous étions il y a quelques heures avec la Fédération hospitalière de France, avec Unicancer, etc., qui ont alerté, ainsi que la FHP d'ailleurs et France Asso Santé, qui ont contesté en fait les calculs qui sont faits, ou en tout cas les chiffres qui seront proposés par les pouvoirs publics. Certains syndicats de médecins également se sont alarmés de la situation que pouvaient entraîner ces mesures d'économie. J'en cite au moins un communiqué de presse de jeunes médecins, du syndicat Jeunes Médecins, qui craint une augmentation des frais pour les malades, ce qu'on appelle le reste à charge. L'AME, possibilité de restreindre l'AME, alors qu'ici même, il y a quelques mois, nous avions déjà traité de ce sujet, c'est un sujet compliqué, contre donc AME, visiblement l'avis des médecins et d'ailleurs de la ministre de la Santé. Bref, sur cette situation, d'une manière générale, on a l'impression qu'on est dans la quadrature du cercle. Quelles sont peut-être aujourd'hui simplement vos perspectives générales pour nous mettre en appétit, Thomas Fatome ?
Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Je compte sur vous donc, pour les bougies pour les 50 ans. Non, plus sérieusement, vous l'avez dit, la situation financière de l'assurance maladie, elle est difficile. Elle est difficile, c'est une réalité. On était tout près de l'équilibre en 2019-2020. La succession des crises, et des deux crises d'ailleurs, évidemment du Covid, aussi de l'inflation, avec tout ce que ça a entraîné, aboutit finalement, quelque part, entre guillemets, en sortie de ces crises-là, à un niveau de déficit très important. Donc j'avais eu l'occasion à plusieurs reprises, on le redit dans Chargé Produit de cette année, j'ai eu l'occasion de leur dire dès la rentrée que jusque-là, ce déficit-là n'était plus, entre guillemets, dans le débat public, parce que c'était normal, on a fait le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, le système de santé était dans une situation difficile après le Covid, et encore une fois avec un choc d'inflation qui a quand même énormément impacté la ville comme l'hôpital. Maintenant on sort de tout ça avec 13-14 milliards d'euros de déficit. C'est évidemment un élément structurant. C'est pour nous, Assurance Maladie, en tant qu'institution, évidemment une invitation, une incitation, une nécessité absolue de encore renforcer nos actions, leurs résultats sur l'ensemble du spectre qui participent, on y reviendra j'imagine, de la soutenabilité des dépenses. Quand je dis l'ensemble, c'est des choses de moyen long terme sur la prévention, c'est des choses de très court terme sur de la maîtrise des contrôles, etc. Mais voilà, après c'est un débat qui dépasse l'institution assurance maladie, parce que c'est un débat politique au bon sens du terme. C'est quoi les priorités des finances publiques, des finances sociales, de la couverture des différents risques, et ça sera un débat des prochaines semaines. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Je vous en prie. Non mais on vous a quand même jeté quelques pierres dans votre jardin. Les dépenses sociales et les dépenses d'assurance maladie, ça pèse quand même dans le déficit. Ah oui, ça pèse aussi, mais je le dis aussi, ce déficit, il a encore une fois une cause ou des causes. Il ne résulte pas non plus de défaillance structurelle dans le pilotage du système. Vous ne sortez pas d'une crise Covid dans laquelle vous avez investi massivement dans le Ségur, dans lequel vous avez dû vous avez couvrir un choc d'inflation massif. Vous en sortez avec un déficit très important. Je voulais dire simplement, Philippe, celles et ceux qui regardent ça depuis longtemps, alors Philippe depuis plus longtemps que moi, mais enfin malgré tout depuis longtemps. Parce que je travaillais plus. Oui. Et il n'en reste pas moins qu'on a déjà vu des choses pareilles. Enfin, ça, à la fois, ça nous surprend ces déficits, ça nous effraie probablement également si on est un observateur attentif, mais enfin on a déjà connu des périodes avec des déficits aussi importants, même si vous aviez effectivement fait des efforts. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle on va avoir des débats sûrement compliqués, c'est la raison pour laquelle très certainement que le PLFSS porte des mesures qu'on va dire exigeantes, d'un Ondam à 2,8%, d'avoir l'ambition quand même de réenclencher une baisse de déficit en 2025 par rapport à 2024, et on voit que c'est difficile. Thomas Fatom, le déficit est arrivé avec vous en 2020. Merci, oui. Mais vous auriez pu dire que j'avais un peu contribué, mais en tant que directeur de la sociale, à travailler ou à proposer au ministre des mesures de redressement. C'est vrai qu'on était proche de l'équilibre avec des mesures difficiles, le plan triennal sous le mandat de François Hollande. Donc, et on voyait bien que le système était prêt à craquer, et il a craqué d'ailleurs, en particulier à l'hôpital. C'est pas simplement le Covid, c'est pas simplement la crise internationale, c'est aussi le fait que les recettes sont contraintes. Alors là, le ticket modérateur risque d'augmenter de 30 à 40%, c'est énorme quand même pour les Français. Est-ce que ce déficit chronique, c'est pas un risque très important sur la pérennité de l'assurance maladie? Alors, c'est politique cette question. Certains disent le déficit, c'est une décision politique. Vous n'êtes pas politique, vous êtes directeur général de l'assurance maladie, mais quel est votre regard sur le fait que la présidente de la commission de la Chambre 6 de la Cour des comptes, on a un point de bascule. Ça va changer, quelque chose risque de changer. On a un défaut de recettes, on a beaucoup de dépenses. Quel est votre regard à l'avenir? Comment vous pensez qu'on va en sortir? D'abord, vous l'avez rappelé, là où je suis, mon job, c'est de tout faire pour participer à l'atteinte des objectifs de dépenses que fixe le Parlement, et pas seulement de le faire en pilotage opérationnel, le faire aussi en réflexion, en idées, en propositions, et pas seulement de le faire sur du court terme, le faire aussi sur de moyen long terme, comment on pousse à des évolutions d'organisation, pousse à des politiques de prévention, on y reviendra. Après, je ne veux pas m'échapper, mais honnêtement, c'est un débat qui appartient au gouvernement, au Parlement. C'est un débat large sur notre protection sociale. C'est un débat d'affectation de recettes, de pilotage des dépenses. Mais il est certain que je crois qu'il faut qu'on ait une prise de conscience qu'il va falloir collectivement trouver les voies et moyens pour restaurer la soutenabilité de l'assurance maladie. Vous l'avez rappelé, début 2010, on était dans une situation assez proche, un tout petit peu d'ailleurs moins dégradée, mais assez proche.
eh bien, voilà, ça a mis presque 10 ans pour restaurer l'équilibre. Et je ne crois pas, il faut qu'on soit clair aussi, hein, mais ça n'est pas d'ailleurs une solution que j'apporte, justement. Je pense que le système de santé est dans une situation nettement plus fragile qu'en 2010 ou même qu'avant, qu'en 2004. La démographie n'est pas la même, le vieillissement produit ses impacts, et donc je ne pense pas que quiconque viendrait avec l'idée de faire une grande purge dans le système de santé, de plan massif d'économie. Excusez-moi, je vous ai coupé. La démographie médicale ou la démographie générale? Non, mais à la fois une démographie médicale, qui montre des signaux d'amélioration, mais on sait que ça va prendre du temps. Puis une démographie de la population dont on connaît les effets, 300 à 400 000 personnes en ALD par an, en affection de longue durée par an, c'est énorme. Donc, mais est-ce qu'à votre avis, il faut sûrement mieux gérer, on peut toujours mieux gérer, faire des économies, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de recettes quand même? Ça, c'est au Parlement. Non, mais vous dites que vous êtes de la prospective quand même. Parce que c'est mission impossible, vous n'allez pas y arriver cette année à 2,8. D'abord, le gouvernement va présenter un texte dans lequel il a échappé à personne qu'il y aurait des économies en dépenses et des recettes. Donc après, comment ça va se répartir entre la sphère Sécu, la sphère État, tout ça, ça va être présenté ce soir. Par les ministres. Le 2 tiers, 1 tiers, quoi. Non, mais ça va être présenté. Voilà. Après, on est aussi, ça a été rappelé, dans un pays qui connaît un niveau de prélèvement obligatoire élevé. Donc, on sait aussi que les marges de manœuvre là-dessus, elles sont aussi limitées. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je pense également. Et donc voilà. Encore une fois, voilà. Ma mission, elle est claire. Elle est celle de travailler sur les dépenses. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Alors Pascal Morel, la convention médicale, vous avez signé une convention médicale. Vous vouliez tellement la signer que vous y êtes même repris à 2 fois. Hein. C'était compliqué. Donc, vous avez pris des mesures en accord avec les professionnels de santé, et les médecins en particulier. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par une remise en cause de certains engagements, et notamment de repousser, par exemple, des échéances pour les professionnels de soins? Alors, augmenter les restes à charge, bon, ça ne faisait pas partie nécessairement de la Convention, mais là, est-ce que là, vraiment, de ce côté-là, les consommateurs, les patients, les malades vont devoir payer plus pour se soigner? Est-ce que l'on peut également demander peut-être aux médecins de prendre plus d'engagement? Est-ce qu'il peut y avoir finalement un travail, on peut reprendre sur le métier tout ce qui a été décidé par la Convention médicale, par exemple? Je crois que le cadre général, il est posé, et je ne pense pas qu'il soit à l'ordre du jour de le remettre en cause. Il est encore tout chaud. Oui, mais enfin, il a été approuvé et il va se déployer. En est-on si sûr? Au moment où je vous parle, il va se déployer, et je n'ai pas vu ou entendu d'idées ou de propositions de remise en cause du calendrier et du pilotage. Après, pourquoi? Mais non, mais pourquoi? Parce que 1, c'est un accord équilibré. 2, c'est un accord qui permet d'apporter des réponses, en tout cas qui doit nous permettre d'apporter des réponses sur 2 volets qui restent des sujets majeurs et qui n'ont pas disparu, au contraire, post-dissolution et avec un nouveau gouvernement. C'est l'accès aux soins, et c'est la qualité et la pertinence des soins. Et 3e élément, c'est aussi la réponse, là encore j'y reviens, à une inflation importante qui fait que si vous ne mettez pas à jour les tarifs de la sécurité sociale / d'autres modes de rémunération des professionnels de santé, il n'y a pas que des tarifs purs et durs, mais il y a aussi les tarifs, alors ces tarifs n'ont plus de sens, et alors vous perdez l'attractivité d'une médecine financée par l'assurance maladie. Donc pour l'assurance maladie, la priorité de cette rentrée, c'est de déployer la convention médicale, de respecter ses engagements, mais de faire aussi, je l'ai rappelé à Saint-Malo il y a quelques semaines à nos amis de la CSMF, je l'ai fait aussi à Venir-Spé à Lille il y a quelques jours. Voilà, toute la convention, rien que la convention, mais dans la convention, il y a des revalorisations, et il y a aussi 15 programmes de qualité. C'est pour ça que vous avez 10 programmes sur l'accès aux soins, et qui sont honnêtement des réponses, encore une fois, aux problèmes que nous... C'est pour ça que vous avez été applaudi à Saint-Malo, puisque je vous ai écouté, vu et écouté, mais pas applaudi. En fait, qu'est-ce qui interdit finalement aussi. Non, mais ma question, en fait, elle est plus de science politique, finalement. Qu'est-ce qui interdit de remettre en cause des engagements? L'État est puissant. Pourquoi on les remettrait en cause? Parce que la situation serait catastrophique. Mais d'abord, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de les remettre en cause. Voilà. Et je pense surtout que c'est un équilibre pertinent, parce que si nous voulons faire de la maîtrise médicalisée, on ne va pas le faire contre les médecins. 57 milliards d'euros de dépenses
à la main des prescripteurs libéraux, généralistes et spécialistes. Vous ne conduisez pas une politique de qualité, de pertinence, de soutenabilité, contre les médecins. Mais Thomas Ça n'a pas de Fatoma- sens. Et pardon, Oui. non, je le dis aussi très clairement. Ne nous trompons pas. Les revenus des médecins généralistes, ils ont baissé en 2022. On n'a pas encore tous les chiffres sur 2023, mais mon petit doigt me dit qu'ils auront continué à baisser en 2023. C'est normal, c'est l'inflation. Donc, est-ce qu'on veut ou pas une médecine générale attractive pour qu'on ait 1 million de patients reçus par jour dans les cabinets de médecine générale? Moi, je dis oui. Et donc, il fallait assumer Même cette raisonnement avec revalorisation. les biologistes. Bah, Ça n'a rien à voir. non, Ça n'a rien à voir. Non, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Il y a des gains de productivité qui se font à des niveaux très essayé, élevés. j'ai non, non, mais on va en parler tout à l'heure de la financiarisation. Non, Thomas, vous êtes passé d'un engagement individuel dans la Convention, les médecins l'ont refusé, à un engagement collectif qui quand même risque d'être beaucoup moins efficace. Vous pensez que ça va quand même être efficace? C'est ce qu'on va mettre en mouvement. Voilà. Parce que là aussi, C'est un enjeu fort. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est pas gagné. un engagement collectif versus un engagement individuel, ça veut dire quoi? On a à un moment donné posé sur la table ce contrat d'engagement territorial. Il n'a pas été compris. Quand vous n'êtes pas compris, c'est pas parce que vous vous êtes mal exprimé, c'est que si votre partie prenante n'adhère pas, au bout d'un moment, il faut voilà. Moi, encore une fois, je crois à la contractualisation et je ne crois pas qu'on va transformer le système de santé contre les professionnels de santé. Voilà, ça, Non, ça risque d'être longtemps que j'ai difficile, cette oui. conviction-là. Donc, au bout d'un moment, il faut changer de paradigme, essayer de penser différemment. Donc, c'est des engagements collectifs, mais ça ne veut pas dire que c'est des carambouilles. C'est la question. Non, c'est que nous, on va les suivre, ces engagements collectifs. Les suivre, on va les rendre transparents, on va les suivre territoire Oui, par mais il n'y a pas de territoire. sanction. Mais oui, mais si vous voulez, je pense que la transparence crée une forme de pression. Je pense qu'un effet d'entraînement. J'ai dit aussi au syndicat de médecins, et j'ai redit encore ces dernières semaines, que s'ils n'étaient pas acteurs, chaque médecin et chaque organisation territoriale, de ces changements-là, alors les différentes idées, mais qui vont continuer à fleurir sur le fait que finalement le médecin traitant, ça n'a pas de sens, finalement le parcours de soins, ça n'a pas de sens, on n'a qu'à faire de l'accès direct pour tout le monde. Ça va mieux se passer. Ça n'est pas la philosophie, ça n'est pas la leur, et donc il faut qu'ils soient acteurs de cette transformation. Et malgré tout ça, est-ce que vous ne craignez pas un mouvement de déconventionnement? Certains syndicats, en particulier, poussent au déconventionnement. Aujourd'hui, il y a combien de médecins qui sont déconventionnés? Et est-ce que vous allez appliquer le déremboursement des prescriptions des médecins déconventionnés? Alors, le nombre de est-ce que ça monte? Non, c'est monté un petit peu, mais on est toujours sur quelques centaines, donc honnêtement, ça n'a pas... Quelques centaines, c'est un peu flou. Non, mais oui, on doit être à 700, 800 à peu près. D'accord. Donc il n'y a pas eu de mouvement massif. Et ça bouge pas. Il n'y a pas eu de mouvement massif de déconventionnement. Est-ce que les prescriptions de ces médecins déconventionnés... Il y a deux choses, pardon. Ce qu'on a mis dans la convention, qui a été signée par les syndicats, c'est que ces médecins... Avant, c'était, pardon de le dire comme ça, open bar. Vous pouviez sortir et rentrer de la convention. Voilà, je fais une lettre, je sors. Finalement, dehors, il fait moins beau. Je fais une lettre, je re-rentre. Bon, ça, on a dit stop. On n'est pas l'auberge espagnole. Donc, ceux qui sortent, il y a 2 ans de carence. Voilà, vous décidez de vous déconventionner. C'est votre responsabilité. Réfléchissez bien. Vous avez 2 ans avant de pouvoir re-rentrer. Bon, voilà. C'est comme ça. Non, mais voilà, ça freine. Ça a été signé. C'est pas moi tout seul qui. C'est pas open bar et c'est pas l'auberge espagnole. Ça a été signé. C'est un peu comme en Allemagne. C'est un contrat, une convention. C'est quelque chose d'important. Donc, on n'en sort pas sur un coup de tête. Et si on en sort, il faut bien en mesurer les conséquences. Mais parce que je crois dans ce contrat conventionnel et que l'immense majorité des médecins y croient aussi. Il faut quand même se le redire. Après, on a proposé dans le chargé produit le fait de se dire, si vous déconventionnez, pourquoi l'assurance maladie qui ne rembourse plus vos honoraires, pourquoi elle continuerait à rembourser vos prescriptions? Honnêtement, moi, je m'interroge, vraiment. C'est une mesure législative. Voilà, donc c'est pas pour demain. Voilà, je veux dire, à bon moment, il faut serrer les responsabilités. Ouais. Il y a du champ conventionnel, j'assume cette responsabilité-là. Il y a un champ législatif. Voilà, on verra si le Parlement s'empare de ce sujet-là. Moi, je pense que c'est un vrai bon débat dans n'importe quel système, même si on est un assureur particulier. Un assureur, c'est certain qu'honnêtement, si son prestataire ne rentre pas dans le contrat qui est signé avec lui, il va pas lui prendre en charge une partie de ses prestations. Ça n'existe pas. Donc, alors, il y a 2 termes qui sont importants, qui créent la soutenabilité de l'assurance maladie, c'est la pertinence des soins et la prévention. Alors, la pertinence des soins, on en parle depuis très longtemps, la prévention aussi, il n'y a pas vraiment de progrès. Dans la Convention, il y a une grosse partie pertinence des soins, 57 milliards, vous avez dit en moyenne, que prescrivent les médecins. Comment faire en sorte que cette pertinence fonctionne mieux? 20%, 40 milliards à peu près de gaspillage. Enfin, c'est des chiffres un peu théoriques. Bon, mais même si c'était 20, c'est énorme. Pas 40 sur 57. Parce que... Non, mais 40 milliards
sur les 200 milliards de l'assurance maladie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça va marcher, la pertinence des soins et la prévention? Oui, il y a même des contestations. Oui, on peut quand même être un petit peu précis sur ces chiffres. On dit tout sur la fraude qui ferait. Non, mais attends, on va parler après la fraude. Après, là-dessus. Attendez, la fraude, c'est après. Pertinence, prévention. En fait, quand on parle pertinence, après, il faut très vite descendre sur chacun des champs. De quoi parle-t-on? Parce que quand on parle prescription de médicaments, au pluriel, de quelle classe on parle? Quand on parle prescription d'arrêt de travail, quand on parle biologie, radiologie, transport, chaque sujet est un sujet en tant que tel. Si on veut demain aller encore plus loin, mais on part pas sur ces sujets-là, on ne part pas ni d'une page blanche, ni d'une page, on va dire, qui est suffisamment bien écrite pour qu'elle produise suffisamment de résultats. Donc chacun doit être modeste, mais chacun doit être aussi ambitieux, puisqu'il faut qu'on aille plus loin. Donc voilà, après, on regarde sujet par sujet. Je prends un exemple, et on peut en prendre beaucoup. Donc la démarche qu'offre la Convention, c'est un cadre, une organisation, une mobilisation, des thèmes, des objectifs, et sur chacun des sujets, qu'est-ce que l'assurance maladie va faire? Qu'est-ce que les médecins vont faire? Voilà. Et sur chacun des items, c'est ça qui est dans la Convention. Donc voilà. Et comment on fait bouger aussi le cadre d'exercice, le cadre de prescription, pour qu'on puisse bouger. Je prends un seul exemple. Les antalgiques. On a parfois des mauvaises prescriptions d'antalgiques de niveau 2 ou niveau 3, là où niveau 1 devrait suffire, etc. On a poussé avec les médecins, avec le ministère, une évolution sur les conditions de prescription du tramadol, la NSM a dit banco, ça va passer en ordonnance sécurisée à compter du 1er décembre. C'est un exemple, mais ça, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on s'en prenne, entre guillemets, beaucoup, parce que sur chaque sujet, il y a, est-ce que le cadre est bien organisé? Est-ce qu'on le fait évoluer? Et est-ce que nous, derrière, on déploie nos campagnes, nos outils numériques, nos différents dispositifs? On travaille avec la Haute Autorité sur les référentiels, et c'est ça qui est la dynamique de la Convention. Tramadol et codéine à partir du 1er décembre, ordonnance sécurisée. Qui a des ordonnances sécurisées? Comment vous octroyez les ordonnances sécurisées? Les médecins s'en fournissent. Auprès de la... oui, je sais bien, mais enfin, le Doliprane codéine, c'est très, ça va freiner les prescriptions, ça risque de gêner un petit peu. Dans les pays qui ont fait ce genre de choses, ils ont mieux encadré la prescription. Oui, ça marche, parce qu'on sait qu'on a aussi du mésusage, et on sait qu'on a des conditions dans lesquelles ces molécules ne sont pas prescrites. Donc après, c'est pour ça que comment dire, ça n'a peut-être pas le côté waouh en disant ça y est, voilà. Bon, mais honnêtement, c'est des sujets, il faut regarder sujet par sujet. Oui, dans la Convention, il y a beaucoup de choses. Oui. Des incitations financières aussi. On a de l'intéressement individuel et collectif dans la Convention sur les biosimilaires, sur les prescriptions d'IPP, sur les prescriptions de PPC. On a aussi, pour la première fois, je le dis, une entrée sobriété, transition écologique. C'est très important de se dire aussi qu'on va mettre en place un indicateur de sobriété pour les prescriptions de certaines classes de médicaments chez les généralistes, et on va mesurer ce qu'on a construit avec les médecins, c'est un indicateur de sobriété. Mais quand on regarde la Convention, c'est très compliqué. Est-ce que parce qu'il y a plein de lignes, non mais c'est très complet, on va dire, on peut dire complet ou compliqué. Est-ce que vous pensez que les médecins de base, ils ont bien perçu, compris toutes les possibilités qu'ils avaient de 5 € par-ci en plus, 5 € par-ci Enfin, en tout cas, sur les... Parce que vous gérez... Je pense que pour le coup, sur les majorations, etc., honnêtement... Ils comprennent en général. Oui, honnêtement, cette convention, elle est quand même assez simple. Je veux dire, il y a des mesures transversales sur la consultation généraliste et sur l'APC. Ensuite, il y a des mesures ponctuelles sur un certain nombre de spécialités. Oui, vous les simplifiez. Voilà. On n'a pas inventé la majoration MC bidule que personne ne va coter. Alors, sur la pertinence, vous y croyez? C'est pour ça, juste, pardon, si je peux me permettre, juste. Oui, bien sûr que les médecins, au jour d'aujourd'hui, on ne leur demande pas de lire la Convention, les 300 pages de cette magnifique littérature. Oui. C'est pas du tout ça que je leur demande. Heureusement, ils ont autre chose à faire. Notre boulot à nous, ça va être justement d'informer, d'accompagner, et puis d'aller décliner chacun des programmes, encore une fois, qui appellent des modes d'emploi, des leviers qui sont différents. Je prends un exemple. Les référentiels de durée d'arrêt de travail. Ça existe. La Haute Autorité, elle a défini des référentiels de durée d'arrêt de travail. La plupart des médecins les respectent. Pas tous, pas tout le temps. Comment on peut, à la fois avec les procédures de prescription d'arrêt de travail en ligne, de rappel de ces référentiels, de comparaison des prescriptions des médecins, ramener un certain nombre de médecins vers des durées de référence, parce que malheureusement, on a un certain nombre d'écarts entre les référentiels et ce qui se fait. Et la prévention, alors sur oui, mais d'autant que ça avait effectivement, quand on regarde les chiffres, ça avait beaucoup augmenté. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait les augmentations sur les arrêts de travail. Ah bah oui, les augmentations ont été exponentielles cette année. On a une année 2023 qui a ralenti en volume
dont la progression en volume a ralenti, pardon de prendre ces termes un peu techno, avec aussi un effet prix important. Hein. Les arrêts de travail, ils augmentent aussi parce que quand les salaires augmentent, quand vous avez beaucoup d'inflation, quand le SMIC augmente, comme c'est indexé sur le SMIC, vous avez un effet inflation massif. Donc, mais on avait un ralentissement des volumes en 23. On a un premier semestre 24 qui redémarre fort, d'où un certain nombre de mesures que j'ai engagées avec le réseau de renforcement des contrôles. Je n'avais pas compris. En fait, les 8,3% d'augmentation, ce n'est pas le nombre d'arrêts de travail qui augmente de 8%, c'est la masse financière, c'est ça? Alors, et c'est important parce que les gens croient que, en fait... Et Pascal croit... Oui, je crois, mais je le dis, oui, j'ai pourtant beaucoup étudié, je vous l'ai dit, hein, le livre Charges et produits est ma Bible. Mais d'accord, mais j'avais pas fait. Il faut tout un été pour... il faut le dire. Pascal. Oui, il y a un effet prix, il y a un effet volume. Mais ça, c'est vraiment une réflexion politique qu'il faut faire. Après, si je peux me permettre, si on va peut-être, je ne sais pas si on reviendra sur ce sujet, hein, les travaux que les équipes de l'assurance maladie ont menés sur les arrêts de travail depuis 2010. On a regardé 2 grandes périodes, 2010-2019, 2019-2023. 2010-2019, notamment dans Charges et produits l'année dernière. En gros, il y a 60% de l'augmentation de la dépense qui s'explique par des facteurs démographiques et économiques. Votre population active augmente, votre population active vieillit, donc il y a plus de volume d'arrêt de travail, c'est normal. Voilà. Il y a des facteurs économiques, je le disais, quand les salaires augmentent, votre dépense en valeur d'arrêt de travail elle augmente parce qu'elle est indexée sur, en gros, le SMIC, pour faire court. Donc voilà, ça explique 60% de l'augmentation. Après, il y a 40% qu'on sait moins bien expliquer, en tout cas qu'on ne sait plus expliquer par des facteurs économiques ou démographiques. Pourquoi, sur une même classe d'âge, les arrêts de travail sont plus longs en 2019 qu'en 2010 ? Pourquoi la fréquence de recours à l'arrêt de travail pour une même classe d'âge est plus forte en 2023 qu'en 2019 ? On ne sait pas. Et c'est là qu'il y a un débat important, politique au bon sens du terme. C'est est-ce que c'est le rapport au travail ? Est-ce que c'est la souffrance au travail ? Est-ce que c'est le mal-être au travail ? Est-ce que c'est des abus ? Est-ce que c'est plein de choses ? Sûrement toutes ces choses-là. Et il y a pas mal de sous-entendus entre nous, soit dit. Non, mais peu importe. Mais en tous les cas, c'est la raison. Voilà. Et en tous les cas, 40% d'une augmentation de dépenses qui fait aujourd'hui 16 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Et pour être sûr que vous soyez sûr vous-même que je prépare mes dossiers, c'était 8,5% en 2024. Bravo Pascal. Alors sur la prévention, là, on voulait parler évidemment des indemnités journalières, mais sur la prévention, vous n'avez rien dit. Vous êtes en charge des... Je peux dire des choses si vous voulez. Voilà, justement, parce que je vous avais posé la question pertinence et prévention. Sur la prévention, là aussi, on est très en retard par rapport à d'autres pays, scandinaves en particulier. Sur le dépistage du sein, du cancer colorectal, du col, c'est très mauvais. Vous avez repris ça en main, oui. Le dépistage. Est-ce que là, alors, on va avoir des résultats à court terme, à 2 ans? On y travaille. Oui, non, mais travailler, c'est bien, mais on vous demande des résultats maintenant. Oui, je vais y revenir. Dans le cadre des objectifs que l'État fixe en termes de santé publique et de prévention, nous, on s'est fixé 4 priorités. Dépistage organisé des cancers, vaccination, santé de l'enfant, bilan de prévention. Voilà, essayer d'être opérationnel en 2024 et en 2025 sur ces 4 sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien sur le reste. Il y a plein d'autres sujets en matière de prévention, évidemment. Sport, santé, obésité, il y a plein d'autres choses. Mais déjà, essayer d'avoir des résultats sur la prévention. Je pense que laissez-nous encore quelques semaines pour capitaliser sur des premiers résultats. On a repris toute la mécanique d'invitation au dépistage organisé des cancers. Et on est en train de mettre notre savoir-faire en termes de gestion de la relation. Ça a beaucoup agité le milieu. Oui, ça a agité, mais c'est fait. C'est fait. Non, puis c'est plus simple. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est notre métier, honnêtement, faire ça. Envoyer des bases de données à des gens pour faire un métier que nous, on peut faire, honnêtement, au bout d'un moment, c'est bien, mais ça n'a aucun sens. Et puis c'était régionalisé avant. Donc, voilà, donc on le fait. Surtout, pardon, excusez-moi, je termine. On a monté 7 plateaux d'appels sortants. On a recruté 120 personnes pour faire du aller vers un peu systématique sur ces sujets de dépistage organisé, comme ce qu'on a fait sur la vaccination Covid. Parce que, honnêtement, la prévention, on est tous d'accord. La prévention, on n'en fait pas assez, on est tous d'accord. La prévention, tout le monde veut en faire. La prévention, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et la prévention, tout le monde veut tout faire. Donc moi, je dis au bout d'un moment, on pose le ballon, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met notre force de frappe au service d'objectifs qui est de convaincre et de prendre des rendez-vous pour les gens sur les différents dépistages pour que ça progresse, et notamment pour les personnes défavorisés, bénéficiaires de la C2S, habitants des quartiers défavorisés, habitants des communes défavorisées. Donc, cette mécanique-là, elle est en place. Ça bouge ? Oui, ça bouge. 2 millions d'appels déjà passés, 200 000 résultats positifs. On fera
le bilan. Je suis très modeste parce que c'est difficile, c'est compliqué. Mais en tout cas, on a une mobilisation massive sur un sujet de prévention qui est majeur en termes de santé publique. Maintenant, c'est aussi des choses dans lesquelles aussi, bien sûr, il y a toute l'action des professionnels de santé, les radiologues, les médecins, les pharmaciens. Il y a tout ce monde-là qui se mobilise aussi. Et donc, on va, on est d'accord qu'on n'est pas bon sur ces sujets-là dans notre pays. Il faut qu'on augmente. On espère que mais après il faut nous laisser un peu de temps pour Pascal, question sur le numérique alors, mon espace santé, la télémédecine, l'intelligence artificielle. Oui, pour aller dans le même sens que Thomas Fatom, j'ai trouvé que les radiologues, puisqu'ils viennent de terminer leur grand congrès de radiologie, étaient moins stressés que l'année dernière. Mais enfin, oui, sur ce sujet-là. On est content. Bon, bref. Télémédecine, oui, vous avez raison, c'était évidemment important. Vous aviez dénoncé le Far West, je crois, l'année dernière. La question, c'est ne risque-t-on pas le désert maintenant ? Il y a quelques opérateurs qui disparaissent. Il y a également une difficulté pour certaines entreprises, start-up, etc., start-up en particulier de l'IA, de trouver les bonnes solutions pour financer leurs entreprises, notamment en cancérologie ou en radiologie. Vous vous étiez engagé à lancer, alors ça c'était un engagement de chargé produit, je crois, dont nous parlions de l'idée de lancer les assises des téléconsultations. Où en est-on Et puis on pourra aussi reparler d'ailleurs de l'espace santé et de ses succès ou échecs, je ne sais pas comment il faut le lire. Vous voulez nous répondre ? D'abord, je pense qu'on progresse dans un cadre de régulation de ce Far West. En se disant que, mais pardon d'enfoncer plein de portes ouvertes, le numérique c'est une chance pour le système de santé. Toutes les innovations dont on parle sont des opportunités pour le système de santé, pour les patients comme pour les professionnels et pour l'assurance maladie. Et donc voyons ça comme des progrès de transformation pour répondre à un certain nombre de défis et pas entre guillemets pas d'abord en défensif. Je ne voudrais pas donner le sentiment qu'on est d'abord défensif. On pense qu'il y a plein de choses qui vont améliorer la qualité des soins, la pertinence, le parcours, l'efficience aussi. Ensuite, c'est vrai que, alors honnêtement, les assises de la téléconsultation, elles ne sont pas lancées parce que je ne vais pas les faire tout seul. C'est quelque chose que je porte depuis pas mal de mois avec les différents ministres de la Santé. J'espère que là, on va pouvoir atterrir parce que je pense en effet que c'est le moment de mettre tout le monde autour de la table, les professionnels, les patients, les élus locaux, les entreprises, j'en oublie sûrement, pour se dire, quelle est la place de la téléconsultation dans un parcours de soins organisé. Vous prévoyez ça quand 30 secondes. On a progressé, je le disais. L'assurance maladie avait proposé qu'il y ait un cahier des charges des plateformes de téléconsultation, qu'il y ait un encadrement, un cahier des charges. Ça a été voté dans le PLFSS de l'année dernière, c'est en train de se déployer. Donc on progresse aussi pour trouver ce cadre-là. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est une initiative politique qui doit se prendre à un moment ou à un autre, de se dire, il n'y avait rien avant le Covid, ça a explosé pendant le Covid, ça reste aujourd'hui à un niveau relativement subsidiaire, mais qui en réalité est plus utilisé, différentes études le montrent, par des jeunes, par des gens urbains et très peu dans les déserts médicaux. Maintenant, il faut qu'on se pose. J'ai dit que je trouvais que les cabines de téléconsultation dans les gares, ce n'était pas une idée géniale. Je pense toujours que ça doit rester dans les lieux de soins. Maintenant, encore une fois, il faut arrêter de se balancer des trucs dans un sens ou dans un autre. Est-ce que c'est le désert, est-ce que c'est le Far West, etc. Alors cette grande concertation, vous pensez qu'elle va arriver quand ? Je ne sais pas. Vous lancez je vais vous dire, le encore une fois, je pense que c'est pas l'assurance maladie toute seule. C'est au ministère. Ça n'a pas de sens. Et la SNCF, il continue ou pas la SNCF Mais par exemple, j'en ai parlé au président du Conseil de l'ordre des médecins à plusieurs reprises. Ils sont très partants, donc j'ai pas de doute que le jour où le vice-président est là. La table, ils seront. On aura beaucoup de monde pour réfléchir à ça. Madame Dariussec est convaincue. Mais y compris, je vais vous dire, parce que la réalité, c'est que je ne pense pas que peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus forts et beaucoup plus intelligents que nous, mais moi je suis très modeste là-dessus. Je pense que c'est objectivement des sujets compliqués. Donc ce cadre-là, je ne sais pas le définir de façon évidente. C'est quoi la téléconsultation pour un médecin traitant ? C'est quoi la téléconsultation pour un spécialiste ? C'est quoi la téléconsultation de soins non programmés ? C'est quoi la téléconsultation de suivi ? Et tout ça, c'est des beaux sujets importants. Il faut qu'on réfléchisse collectivement. Alors, mon espace santé, parce qu'elle avait une question sur mon espace santé, 15 millions. 15 millions c'est un beau chiffre, mais je me souviens à un anniversaire, tout le monde se glorifiait il y a un an à peu près sur mon espace santé, ça progressait. Et vous avez été le seul qui a dit, qui avait un message un peu plus restreint, en disant il faut gagner la bataille de l'usage. Ouais, alors, est-ce qu'elle est... Je le dis toujours.
Alors, comment vous allez... Non, elle n'est C'est pas pas gagnée. gagné, alors. Elle n'est pas gagnée, cette bataille de l'usage. Non, celui qui dirait qu'on a gagné la bataille de l'usage, c'est très immodeste. Je pense qu'on a on a obtenu un certain nombre de victoires. Voilà. On a des produits numériques qui sont aujourd'hui au standard de qualité, d'ergonomie, d'accès. On a branché les canaux d'alimentation. On est en train de casser ce cercle vicieux qui était de dire ces espaces, ils n'étaient pas nourris, il n'y avait rien dedans. Donc comme ils n'avaient rien dedans, personne ne les regardait. Comme personne ne les regardait, ils n'étaient pas nourris. Et puis il ne se passait rien. Donc là, on a cassé ça grâce à la feuille de route du numérique en santé, grâce à ce qu'on a fait avec nos amis du ministère de la Santé et de la DNS. Donc on est en train de poser les fondations de cette fameuse maison du numérique en santé et obtenir ces petites victoires. Maintenant, il y a encore un énorme boulot, mais ça va prendre honnêtement encore des mois et des années, d'installer le produit dans le quotidien des patients. Quand on a 15 millions de gens qui l'ont activé, vous savez que c'est de l'opt-out, donc en fait on a 98% qui en ont. Il y a 15 millions de personnes qui l'ont activé dans un délai assez rapide en fait. Là on est en train de relancer une grande campagne de mailing, d'information, et ces chiffres de 15 millions, il va continuer à progresser. On en prend 500 à 600 000 de plus par mois. Donc c'est une belle dynamique. Maintenant, il faut rester modeste. Si demain, je vous dis que tous les médecins de France et de Navarre, tous les pharmaciens, tous les hôpitaux y ont accès, et vous me direz que je raconte des carambouilles, vous aurez raison. Donc on a beaucoup de boulot avec les éditeurs de logiciels, aussi avec l'ensemble des parties prenantes pour faire que ça soit fluide, simple d'accès, ergonomique, complètement intégré dans la pratique quotidienne. Donc là, c'est un boulot de très longue haleine. Et ça, nous, les délégués de l'assurance maladie, ils continuent à faire ça, et l'ensemble de l'écosystème aussi. Oui, quand même une question, et puis on passe au sondage. Le financement des startups d'IA, alors quand on regarde, quand on fait des congrès comme nous, on voit bien à l'ESMO, on voit bien au JFR et partout ailleurs, en cancérologie, en radiologie, etc., que c'est vraiment, on sent bien qu'il y a un virage, qu'aujourd'hui, quand même, pour les chercheurs, pour les médecins, enfin, etc., pas toutes les spécialités, mais enfin, et puis encadré par les questions d'éthique, évidemment, mais on voit bien quand même que l'évolution est partie. Comment, mais les entreprises ont des problèmes de financement, visiblement. Alors, comment vous Alors, il y a, à ça ? sans vouloir m'échapper, il y a quand même tout un programme autour de France 2030, de tous les programmes État sur l'accompagnement numérique, dans lequel il y a un certain nombre de l'Agence de l'innovation en santé, il y a un certain nombre quand même de mécanismes de soutien qui marchent. Je le dis aussi parce que j'ai créé un département de l'innovation numérique pour être justement le point de contact de cet écosystème-là, qui parfois ne savait pas où toquer la porte. Donc ça fonctionne. Parfois, ce qu'on dit aussi, c'est attention, il n'y a pas systématiquement besoin d'un remboursement. Le sujet est en amont de l'organisation du système de soins. Donc ça, c'est un dialogue qu'on a. Ce qu'on a posé, pardon, là encore, mais c'est la dernière fois, chargé produit, on a posé à la fois des éléments de réflexion sur ces sujets d'IA, et nous, ce qu'on pousse avec nos amis cardiologues, avec nos amis généralistes, avec la Haute Autorité de Santé, c'est de soutenir, de financer, d'organiser une expérimentation autour de l'utilisation de l'IA sur l'ECG chez les généralistes. Là aussi, pour être opérationnel, pour faire avancer les choses. Après, je pense qu'il faut qu'on poursuive les travaux avec le ministère sur est-ce que nos mécanismes d'évaluation des différents actes, dispositifs médicaux, est-ce qu'ils sont waterproof, pardon de l'anglicisme, vis-à-vis de quand il y a de l'IA ou pas, mais clairement, on va aller de plus en plus vers des mécanismes d'évaluation et de prise en charge qui vont faire que les appareils, que les dispositifs vont intégrer de l'intelligence artificielle. Alors, et c'est une bonne nouvelle sur la prise en charge des patients. Thomas Fatome, hier, vous étiez au congrès des CPTS, des communautés territoriales de professionnels de santé. Vous avez un peu gâché la fête. Non. Si. Non. Parce que vous dites, les CPTS, c'est bien. Et c'est un peu le même discours du rapporteur de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale qu'on avait invité en septembre. Il y a un discours sur les CPTS qui est un peu plus difficile. Vous avez dit, il faut que vous délivriez des résultats un peu techno. On investit 120 millions. C'est vous qui voulez des résultats, je crois. Oui, exactement. Donc chacun attend des résultats de l'autre. Encore la fête. Et vous leur avez dit, on croit beaucoup au CPTS, on dépense 120 millions, je crois, par an. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Quel résultat vous avez ? Il y a des missions socles, médecins traitants, etc. Donc, on a l'impression que vous êtes un peu déçus. Et vous n'êtes pas le seul sur les CPTS. Vous m'avez entendu dire que j'étais déçu ? Vous attendez des résultats, c'est-à-dire que vous ne les avez pas. Non, ça ne veut pas dire que je suis déçu. Ça veut dire que, je peux me permettre vraiment rapidement, je crois toujours à 100% au concept, et plus qu'au concept, à sa mise en œuvre. Je pense que réunir des professionnels pour structurer les soins de ville à une échelle territoriale, c'est très pertinent. Je crois que ce concept, il est en train de prendre forme.
on est en train de réussir ce maillage territorial. Donc là aussi, on parlait de bataille. Cette victoire du maillage territorial, elle est en train de se faire. On a 85% qui est couvert avec une intensité variable, une maturité variable, mais c'est en train de se faire. Donc le concept, il prend cher, entre guillemets, et il est en train de se développer. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est que voilà, cette première étape-là, elle est passée. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est de montrer que ça marche. J'ai plein d'exemples, honnêtement, pour montrer que ça marche. J'ai plein d'exemples de CPTS très dynamiques, qui ont 2, 3, 4 ans de maturité, qui connaissent leur territoire, qui fédèrent leurs professionnels. Il y a beaucoup d'adhérents, ils organisent des choses en matière de parcours de soins, d'accès aux soins, de prévention. Mais j'ai aussi des exemples de CPTS qui sont moins dynamiques. Et je dis aux porteurs de CPTS, on est collectivement ensemble, assurance maladie, soutien, on n'est pas que financeur en plus, on est soutien opérationnel, on accompagne les projets, on a monté un accélérateur. Et acteur, on est dans un test un peu de maturité et de crédibilité. Il faut qu'on montre, mais pas pour la Cour des comptes, pas pour je sais pas qui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, pour les gens, pour le système de santé, il faut qu'on puisse montrer que ça produit du résultat. Est-ce qu'on améliore, oui ou non? Et comment on va le montrer alors? Eh bien, c'est dans le, je vais reprendre un peu ma casquette techno, dans le dialogue de gestion que l'assurance maladie elle a avec chacune de ces PTS, c'est l'exigence qu'on porte. On mesure les indicateurs, on regarde quelles actions sont menées, on regarde à quoi l'argent est utilisé, et on est exigeant. Donc ça, c'est pour ça que c'est peut-être un peu, je crois pas avoir gâché la fête, mais vous êtes refroidi quelques minutes de l'ambiance, c'est que le discours qui est de dire ne nous embêtez pas, vous inquiétez pas, on fait que des trucs super et vous verrez à la fin, non, ça ne marche pas. Parce qu'ils veulent la liberté, un peu comme territoire numérique santé. Mais ce concept, c'est pour ça que ce concept, il donne de la liberté aux acteurs, il donne des moyens, il donne surtout une capacité, alors pardon, c'est les mots valises, mais aux acteurs du territoire de faire des choses, et c'est ça qui est bien. Mais maintenant, il faut qu'on montre que... parce que si honnêtement, on n'est pas capable de montrer dans le contexte qu'on connaît de tension sur l'accès aux soins et de tension financière que ça marche pas, il y a plein de gens qui diront écoutez, on va aller faire autre chose, et ça serait honnêtement une catastrophe, parce que je pense que vraiment on a tous beaucoup investi sur ce sujet. Je pense que c'est très utile, il faut donner le temps, hein. Je dis pas si l'année prochaine vous n'avez pas tous les résultats, voilà, j'ai redit aussi que les financements ils étaient pérennes, que l'assurance maladie n'allait pas se désengager. Maintenant, il faut qu'on monte le niveau d'exigence au fur et à mesure que la maturité des CPTS progresse. Alors, quel est le regard des Français sur l'assurance maladie? Viavos a fait un sondage très intéressant. Alors, ça va être votre moment de bonheur. De gloire. De gloire, je ne sais pas, mais de bonheur, parce que les résultats... Ne déflore pas les résultats. Je dis simplement que les résultats nous ont étonnés sur ça. Alors... On vous écoute. Je les dévoile alors. Laisse à Adrien Broche de ViaVoice, nous remercions. Merci Philippe, merci Pascal pour ces quelques éléments d'opinion sur l'assurance maladie. D'abord, je pense qu'il faut partir de ce constat qui est un très fort attachement quasi identitaire des Français à l'assurance maladie. On a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui ont une bonne opinion en général dans l'absolu de l'assurance maladie. C'est pas mal quand même, hein, Thomas. Ce qui est pas mal. La question de la prévention, évidemment, on en a un petit peu parlé. En valeur absolue, elle est très présente. 85% des Français aujourd'hui estiment qu'elle fait partie des missions de l'assurance maladie, et même en valeur relative par rapport au remboursement des frais de soins, puisque 62% aujourd'hui des Français estiment que l'assurance maladie, c'est à la fois des questions de prévention, d'accompagnement dans le parcours de soins et de santé, mais aussi des remboursements de soins. On a encore un quart aujourd'hui de l'opinion qui considère que c'est d'abord une question de remboursement, mais voilà, une majorité aujourd'hui des Français sont alignés sur cette double casquette ou double mission. Satisfaction également sur quelques-uns des arsenaux d'outils qu'on a évoqués aujourd'hui. On a une présence à l'esprit évidemment et dans le quotidien des Français d'Amélie, qui fait partie de leur vie. 87% des Français aujourd'hui s'estiment très proches et utilisent régulièrement cette plateforme-là. Mon espace santé est bien identifié, mais on parlait un peu de cette bataille de l'usage. Je trouve qu'on est vraiment là-dedans. On a aujourd'hui 35% des Français qui en font une utilisation régulière. 41% qui voient ce dont il s'agit, mais qui ont une utilisation beaucoup plus ponctuelle, et encore 22% des Français pour qui on ne voit pas de quoi il s'agit quand on parle de mon espace santé. Mon bilan prévention, en revanche, moins largement identifié. On a quand même 29% aujourd'hui des Français qui voient ce dont il s'agit, à peu près un tiers de la population. Un autre tiers voit ce dont il s'agit, mais de manière plus lointaine, sans être en capacité de l'identifier parfaitement, et un autre tiers, 34%, qui ne voient pas ce dont il s'agit quand on leur parle de mon bilan prévention.
72% aujourd'hui des Français, c'est un élément important je crois et relativement surprenant peut-être, sont satisfaits aujourd'hui en l'état de la complémentarité entre l'assurance maladie et les complémentaires santé. Donc un score là aussi très majoritaire dans l'opinion, 7 Français Pour le moment. sur 10. Pour le moment, exactement. Peut-être un dernier élément sur les difficultés budgétaires, évidemment on est en plein dedans et c'est là que le bas blesse du point de vue de l'opinion puisqu'on ne veut ni réduction des dépenses évidemment et des prestations parce qu'on est attaché à ce système évidemment très, très proche du modèle, j'allais dire presque républicain, de solidarité nationale et pas de hausse non plus des cotisations dans un contexte où toujours le niveau des prestations offertes est désindexé par rapport au niveau perçu de prélèvement obligatoire. En tout cas, 62% aujourd'hui des Français estiment, et c'est un chiffre qu'on retrouve dans quasiment tous les indicateurs de prestations d'intérêt général perçoivent évidemment une dégradation de ces conditions-là. On le voit, ce 62%, 65%, on est aux alentours de 2/3 aujourd'hui des Français. C'est le même chiffre, dégradation des prestations et refus des hausses de cotisations ou des baisses de prestations sociales. Enfin, un dernier mot peut-être sur la lutte contre la fraude, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est 71% des Français, 41% pas du tout assez sur la lutte contre la fraude. Je pense qu'il faut lire cet indicateur d'abord comme une exigence de justice et un appel évidemment dans un contexte de fort déficit budgétaire à toujours de plus de justice, notamment dans une logique parfois un peu concurrentielle aussi dans laquelle peuvent se placer les Français les uns par rapport aux autres dans une situation économique et budgétaire difficile. Voilà pour ces quelques éléments. J'aurais tendance à vous dire, Adrien, que les Français ne se voient pas eux-mêmes les fraudeurs, non ? Ça, c'est peut-être une étude. Non, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Ouais. Et puis, Thomas Fatom, méfiez-vous de vos amis, de ceux qui vous aiment trop. Hein. Il faut aussi se méfier de ceux qui vous aiment trop. C'est lourd à porter parfois, les gens qui vous aiment trop. Mais en tout cas, c'est un Alors, sondage intéressant. Réaction, oui. Non, d'abord, confirmation, mais c'est toujours utile de se redire, de cet attachement, vous l'avez dit, identitaire. On l'a vu à différents moments, la crise, les débats politiques, on montre bien que c'est consubstantiel à, sans faire des grands mots, la République. Et c'est, voilà, entre guillemets, rassérénant. Ça nous met à tous, en tout cas du côté de l'assurance maladie, une petite pression pour être à la hauteur de l'attachement des Français que porte à cette institution et à ce qu'elle représente. Intéressant de voir que prévention, je trouve ça intéressant. Voilà, parfois, on me pose la question, mais du coup, je vais faire les questions et les réponses. Est-ce que vous voulez devenir une assurance santé ? Surtout pas, je tiens beaucoup à la marque assurance maladie, y compris parce qu'elle parle aux Français. Mais par contre, le fait qu'on soit de plus en plus perçu comme un acteur de prévention, c'est pour nous. C'est pour prévenir la maladie. C'est ce qu'on veut faire. Intéressant de voir qu'Amélie, évidemment, 44 millions de personnes qui ont un compte Amélie, de millions de personnes qui l'utilisent tous les jours. Voilà. Intéressant de voir quand même des chiffres prometteurs, je trouve, sur mon espace santé, qui est quand même assez récent, qui souffre aussi d'un historique du DMP pas facile, qui petit à petit est en train de s'installer dans la vie des Français. Mais encore une fois, confère ce que vous avez dit. Et puis évidemment, mais ça on le vit depuis quelques années aussi, voire même un peu plus, la perception d'un niveau de remboursement qui peut baisser, alors même que nous, ce qu'on voit au niveau macro, c'est évidemment plutôt une élévation du niveau de couverture au global de l'assurance maladie, parce qu'elle porte le risque lourd, parce qu'elle porte grâce aux ALD. Pardon ? Grâce aux ALD. En moyenne, ça progresse, mais pour certains, mais c'est le cœur du système quand même. Parce que s'il y a des choix, si le gouvernement confirme des choix sur le titre modérateur, ça veut aussi dire qu'il confirme que le système du 100%, il est totalement préservé. Et je pense que si on demandait dans le prochain sondage... Là, c'est une information, là. Non, mais oui, enfin voilà, si on demandait aux Français dans le prochain sondage à quoi ils tiennent le plus dans le système d'assurance maladie, je pense qu'ils diraient assez vite le 100% santé. Le 100% en tant qu'ALD, parce que c'est le cœur du réacteur, j'ai eu l'occasion de le dire, de la solidarité, et de là où, quand ça va très mal, eh bien l'assurance maladie, elle vous prend les traitements. Je crois qu'ils étaient quand même... Oui, mais là, vous avez votre langue à fourcher, mais je crois qu'ils étaient aussi contents du 100%. Ils étaient aussi le 100% santé. Oui. Alors, ils risquent d'être déçus, oui, effectivement. Il y a un point... Il y a ici avec nous certains syndicalistes qui nous regardent, qui étaient des militants. C'est une belle réussite aussi, le 100% santé. Avant de passer la parole à Renaud Degas, il y a deux thèmes qu'il faut qu'on aborde quand même. C'est les fraudes, parce que ça fait toujours plaisir aux Français de dire qu'il faut lutter contre les fraudes, mais c'est surtout pas moi, c'est les autres. Alors, le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale a estimé, c'est une estimation, à 13 milliards les fraudes, 56% les entreprises et les travailleurs indépendants, 34%
10% les assurés et 10% les professionnels de santé. Alors sur ces fraudes de 13 milliards, il y en a très peu qui sont identifiés réellement et puis encore beaucoup moins qui sont recouvrés, où on retrouve l'argent. L'assurance maladie, vous estimez à combien les fraudes? Vous recouvrez combien? Et quel est votre objectif? Je ne fais pas le total, ça ne m'intéresse pas. Je regarde sujet par sujet. Parce qu'en fait, il n'y a pas une fraude à l'assurance maladie, il y a des fraudes à l'assurance maladie. Donc on a pris sujet par sujet, chaque profession de santé, chaque champ de dépenses. Voilà, c'est un travail qu'on va poursuivre, d'évaluer. Ça aboutit à des montants importants parce que si c'est 2, 3, 4, 5, 6%, et ça dépend des champs, c'est pas uniforme, 2, 3, 4, 5, 6% de 250 milliards d'euros, ça fait de toute façon beaucoup d'argent. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est fixé des objectifs très ambitieux d'augmentation de nos résultats de lutte contre la fraude. On était à 290 millions, notre résultat historique. J'espère qu'on atteindra les 500 millions cette année. Oui. Donc honnêtement, une augmentation Ça a massive. doublé, mais oui. on doit aller plus loin, continuer à augmenter, parce que on sait que si c'est une minorité d'assurés, une minorité d'entreprises, une minorité de professionnels de santé, en réalité, comme on brasse, entre guillemets, on parle de centaines de milliards d'euros, eh bien, c'est des montants qui sont... Et les infirmiers le Et vivent donc, mal, ça, parfois. pardon parce que les infirmiers le vivent mal, parce que parfois, c'est une erreur de Mais cotation. je viens de dire... Oui. Oui, non, mais honnêtement, on différencie assez bien, même très bien. D'accord. Voilà, ça arrive, le droit à l'erreur. Ça existe. C'est là. La nomenclature, elle est compliquée. Oui. Vous pouvez vous tromper, vous avez le droit, etc. Maintenant, quand tous les jours, vous cotez un pansement complexe, alors vous faites un pansement simple, au bout d'un moment, vous êtes Ça pas finit par trompé. se voir. Là, Mais oui, non, honnêtement, je pense qu'on sait bien faire la différence D'accord. entre... voilà. Et c'est là où je vous pose la question, qui n'est pas anodine, qui a alerté certains syndicats médicaux sur la réforme du contrôle médical de la sécurité sociale. Et ça, effectivement, d'abord, ça nous a fait beaucoup rigoler, hein, nous journalistes, parce qu'on s'est dit, ah bah tiens, ils défendent le contrôle de la sécu. Les médecins sont impayables. Je me Mais de l'autre permettrai pas. côté, oui, moi je peux. Mais quand on lit quand même, notamment le communiqué de presse de la CSMF, on comprend mieux. C'est-à-dire qu'en réalité, le contrôle se fait quand même par des médecins. Et Bien là, sûr, si mais il c'est va plus rester... eux, Mais bien sûr que si. c'est des Pardon. techniciens. Mais il va évidemment Non. rester dans le... Voilà, il va être fait par des médecins. Il y a un Bien sûr. problème de secret Oui, médical. je suis même absolument certain. Ça, Enfin, il y a un affaiblissement quand même. un peu non, du absolument contrôle pas. Mais médical, écoutez, à la de la MSA, direction médicale. à la MSA, Mm. à la MSA, ils sont où les médecins conseils? Ils sont dans les caisses. Il n'y a pas un service médical de la MSA distinct des caisses de MSA. Dans les agences régionales de santé, que je sache, il n'y a pas un service médical isolé. À la NSM, ils travaillent sous l'autorité d'une directrice qui n'est pas toujours médecin. Et par ailleurs, aujourd'hui, le service médical, il est rattaché à la Caisse nationale, Pourquoi qui vous faites ça est Voilà, dirigée voilà. par qui? Par MAPOM. Pourquoi Mais pour honnêtement, voilà, Ma fédérer... pomme, ma pomme, c'est vous. Oui. Non, mais parce que le côté, en fait, il n'est pas autogéré, le service médical. Il n'est pas autogéré. Il est piloté par des médecins conseils régionaux qui sont sous mon autorité. Donc, il est évident... Avant, on avait un médecin Non, conseil depuis 2004, national. depuis Mais 2004. ça avait déjà bougé. Non, mais depuis On avait un 2004. professeur distingué. Oui, mais La réforme il y a toujours de un médecin l'assurance conseil maladie. national qui est conseiller du directeur général, mais le service médical, il est dirigé par le directeur général de la Caisse nationale. Le temps Ce que passe. je fais, c'est que je le rapproche des caisses pour, y compris d'ailleurs, donc déontologie médicale, indépendance des médecins conseils, indépendance des médecins dans l'exercice de leur mission, respect du secret médical, tout ça est écrit par les textes, tout ça sera parfaitement respecté, on ne va pas toucher un cheveu de l'indépendance des médecins conseils. C'est évident parce que c'est notre force, c'est comme ça qu'ils exercent leur mission. Après, la réalité, c'est qu'on va faire un directeur médical auprès du directeur de la caisse primaire, qui va piloter les équipes au sein de la caisse primaire. Et donc voilà, et on fédère. Honnêtement, c'est une évolution de l'organisation du réseau de l'assurance Donc vous maladie. rassurez. Honnêtement, si on fait un D'accord. sondage auprès des médecins ou dans le grand public pour savoir est-ce que vous savez qu'il y a deux réseaux, un réseau des caisses, un réseau médical, etc. Je pense que voilà, donc on réunit les équipes et aussi pour que les médecins, j'en passe aujourd'hui ici, aussi pour que les médecins conseils de l'assurance maladie et les praticiens conseils puissent être davantage présents sur nos politiques publiques de prévention, d'organisation des soins. Il y a aussi un mouvement très important de délégation de tâches qu'on est en train de faire des médecins conseils vers les infirmiers du service médical. Je suis en train de recruter Là aussi. beaucoup oui. d'infirmiers. Donc ça, c'est une vision globale pour que, on puisse encore davantage s'appuyer sur une de nos forces, c'est nos médecins conseils. Alors, avant de passer la parole à Renaud Doga, sur la financiarisation, c'est un des éléments que vous avez pointé depuis un certain temps dans le rapport chargé produit, que le Pascal lit attentivement. Alors,
Alors, le Sénat vient de sortir un rapport très étayé et il dit on risque une OPA sur la santé, rien de moins. Après l'hospitalisation privée et la biologie, c'est maintenant le tour de l'imagerie, des soins primaires et des pharmacies qui sont en risque. Est-ce que le risque est important pour vous? La question, c'est comment réguler. Alors, vous voulez un observatoire, le Sénat aussi. Cet observatoire, est-ce qu'il va prendre le jour? J'espère. Mais c'est pas vous qui êtes à la main, si? Non, là aussi, il faut qu'il y ait... alors, l'observatoire, et puis comment réguler En tout cas, encore une fois, le risque, il existe. C'est pas le même selon les secteurs. Là aussi, c'est pour ça que l'intérêt de cet observatoire, c'est de réunir les acteurs, de poser encore plus finement le diagnostic. C'est pas le même selon les territoires. Mais aujourd'hui, et puis voilà... comment dirais-je, commencer à être opérationnel. On avait proposé deux choses, un observatoire et aussi qu'il y ait une forme de mission interministérielle de contrôle pour vérifier déjà que les textes sont bien respectés. Donc, peu ou prou, le Sénat reprend aussi ses propositions. Je crois qu'il y a une mission des inspections générales là, qui se lance en ce moment, qui va, je pense, contribuer à préfigurer un peu tout ça. Donc voilà, c'est un peu comme la téléconsultation, hein, pardon, parce que ça donne un peu le sentiment de beauté en touche, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je reste inquiet de l'évolution de ce dispositif. Je pense aussi qu'il ne faut pas mélanger des investissements de capitaux privés dont on a besoin dans le système de santé avec ce phénomène de la financiarisation. Non, mais voilà, encore une fois, heureusement qu'on a des opérateurs privés dans le système. La moitié de la chirurgie de ce pays est faite par des cliniques privées et c'est une réalité de notre système de santé. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut bien différencier les sujets. Maintenant, je vois la biologie, je vois ce qui est en train de se faire sur la radiologie, je vois d'autres secteurs qui sont potentiellement concernés et je dis, voilà, le gouvernement a déjà pris des mesures l'année dernière assez techniques sur l'encadrement des droits des sociétés, sur les pactes d'actionnaires, sur la transparence, etc. Est-ce que c'est suffisant? Et je me réjouis qu'on avance dans cette direction. D'accord. L'AME, alors c'est l'État, c'est pas l'assurance maladie, par définition. C'est nous qui le gérons pour le compte de l'État, oui. Voilà. Quel est votre regard sur Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, très attaché à cette prestation de l'aide médicale d'État, comme la ministre de la Santé l'a rappelé. Je l'avais dit l'année dernière également. Et contre le ministre de l'Intérieur. Je l'ai dit l'année dernière, je le redis. Moi, je n'ai pas changé. Nous avons contribué au rapport Evin Stefanini, qui me semble être un rapport équilibré, qui dit un certain nombre de choses. D'abord que l'AME est bien gérée par les caisses primaires, gérée de façon rigoureuse. Il dit que ça ne fait pas d'appel d'air sur l'immigration irrégulière. Il dit que c'est un dispositif utile en termes de santé publique. Donc voilà, moi je me retrouve très bien dans ce qui est dit dans ce rapport. Et donc voilà, l'assurance maladie considère que c'est une prestation utile et pertinente. Le sujet n'a rien à voir, mais on est souvent regardé par des cadres de l'industrie du médicament et de l'industrie biomédicale. Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique peut s'attendre à quoi avec ce PLFSS et 2025? Écoutez, je pense que... Oui, mais là, il faut faire question-réponse. Oui, voilà, rendez-vous à la lecture du PLFSS à l'Ondam 2025. À votre avis Rendez-vous dans l'Ondam 2025. Alors, Renaud, le contrepoint de Renaud Degas. Une question de notre ami Renaud. Oui, excusez-moi. Bonjour, oui, je vous ai écouté avec attention. On voit aussi dans tous vos actes depuis plusieurs années, à travers les conventions, on voit bien que vous jouez sur... vous avez deux missions, à la fois la maîtrise des dépenses, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais aussi des actions, je dirais, à long terme, structurantes, sur la prévention, sur la pertinence des soins. Aujourd'hui, avez-vous le temps, aujourd'hui, dans une situation de déficit profond, est-ce que, autant la maîtrise des dépenses, on voit bien que voilà, c'est quelque chose, c'est un levier sur lequel vous pouvez agir vite. Sur les autres missions que vous avez largement développées, que tout le monde comprend, vous êtes très pédagogique, mais est-ce que vous avez le temps d'une part? Et parfois, ça fait aussi là des années qu'on voit que vous semblez buter sur une chose, c'est les outils, les leviers financiers de tarification pour rendre la pertinence et la prévention vraiment opérationnelles. Je prendrai juste un exemple. Je ne rentre pas dans le débat biologie, radiologie, financiarisation, pas, mais on voit très souvent quelque chose. C'est-à-dire que les enveloppes radiologie, biologie, on les connaît. Et pourtant, on a l'impression que certains professionnels de santé, certains professeurs diraient que en améliorant le diagnostic, en anticipant le diagnostic, on pourrait faire des économies sur les autres enveloppes. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de fongibilité et que ça vous bloque d'aller sur une vraie logique de financiarisation du parcours de soins. Donc les deux questions, c'est un, est-ce que vous avez le temps aujourd'hui
Je veux dire, vraiment pas conjoncturellement avec le déficit qu'on doit gérer aujourd'hui. Et ensuite, est-ce que vous avez tous les outils pour faire cette révolution de la pertinence ? Il faudra que vous me réinvitiez pour que je puisse. Mais à 50 ans, on a l'avenir devant soi. Je me permets de le dire, toutes les questions étaient excellentes, mais non, plus sérieusement, mais en fait, je crois que c'est pas forcément nous ou moi en tant que directeur de l'assurance maladie. Est-ce qu'on arrive à transformer le système de santé avec les professionnels, leurs représentants, et puis surtout au niveau ensuite de déclinaison assez vite au regard des enjeux d'accès aux soins, des enjeux de qualité et des enjeux financiers. Entre guillemets, je ne suis pas sûr, mais du coup, c'est une pression qu'on se met, mais c'est une pression aussi qu'on doit, comment dirais-je, porter collectivement, parce que, là aussi, c'est pour ça que je disais qu'il faudrait me réinviter, c'est parce que intéressant de regarder... C'est noté, on vous réinvite. Sur la décennie 2010, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on a trop utilisé le levier budgétaire, est-ce qu'on n'a pas assez transformé, on n'a pas réussi à transformer, et probablement. Donc voilà, mais maintenant, je pense que c'est une pierre dans notre jardin collectif des acteurs du système de santé. Et il est certain que là, il faudrait qu'on arrive à transformer, à aller plus vite dans les outils qu'on a construits avec les infirmiers, les kinés, les dentistes sur l'installation, la régulation démographique, mais une régulation partagée avec les professionnels de santé, sur les différents outils de qualité. Je pense qu'il y a un levier, je reviens sur les sujets de tarification, etc., d'innovation. Il y a un levier que moi je porte, qui est l'article 51, dispositif d'expérimentation. On est en train d'arriver dans la maturité d'un certain nombre de ces expérimentations. Je pense que ça va être aussi un moment important de montrer qu'on est capable de basculer sur un certain nombre de sujets. Au passage, d'ailleurs, petite séquence de revente de la convention médicale. Dans la convention médicale, on doit construire le cahier des charges d'une proposition de rémunération. Utilisons le à la capitation pour les groupes de médecins qui le voudront. C'est aussi en lien avec ce qu'on a commencé à faire sur le 51. Donc, on a un certain nombre de choses, mais clairement, hein, le sujet, mais que sans me défausser, mais qui s'oppose pas seulement à l'assurance maladie, pas seulement au pouvoir public, c'est à tous les acteurs de santé. C'est est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'on est prêts, nous, et est-ce qu'ils sont prêts, eux, à accélérer les transformations pour ne pas subir éventuellement une pression financière qui est là. Et ça, c'est pardon de répondre on va conclure à une autre question, mais c'est vraiment le défi, il est vraiment là. Hein. Oui, c'est une course de vitesse, comme dirait Renaud. En fait, vous dites à tout le monde, bougez-vous, il faut y aller, quoi. Je dis avec vous le dites pas comme ça, mais en tout cas, il y a urgence que tout le monde... Bougeons-nous ensemble, parce que, voilà, est-ce qu'on arrive à faire avec les dentistes l'examen bucco-dentaire annuel tous les ans, qui vont faire que les petits Français, ils auront des dents aussi bonnes que les petits Allemands, parce qu'en Allemagne, ils y arrivent. Est-ce qu'on va faire avancer, encore une fois, je disais l'installation, on travaille beaucoup avec les infirmiers en ce moment, sur ces sujets de qualité, des pratiques d'implantation. Donc il faut qu'on arrive à accélérer le mouvement, mais en se disant aussi que, voilà, je le redis aussi, c'est pas un plaidoyer pour les négociations conventionnelles, mais je pense que notre capacité à trouver des accords pour faire bouger le système, il est là. On l'a montré en 2023-2024. Maintenant, là aussi, il faut que ça produise des résultats. Voilà. Je ne dis pas ça qu'au CPTS, je dis ça aussi à nous, aux acteurs conventionnels. Juste avant que tu conclues, Pascal, sur la capitation, en effet, c'est dans la convention médicale, c'est une sorte de crainte pour certains médecins. Est-ce que vous avez des candidats ? Oui. Déjà, dans la suite de l'article 51, on continue à avoir des MSP qui veulent rentrer. Oui. Et ça montre qu'il y a une dynamique. Il y a des équipes aujourd'hui de médecins, puis avec d'autres professions de santé dans les MSP. Qui veulent. Oui, mais pas seulement. On va ouvrir aussi au cabinet de groupe. Mais je pense que ce volontariat-là, on va le trouver parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'organiser différemment, avec un mode de rémunération différent. Donc oui, on aura des candidats. Oui. Il nous faut conclure, mais je pose une dernière question. Est-ce que le plan santé mentale, vous allez y participer ? En fait, oui. Enfin, on sera très preneur d'y participer. On a entre guillemets là aussi, on a des idées. On soutient. On a montré des chiffres d'ailleurs. Le dispositif Mon soutien psy sur l'accès aux psychologues. Oui, qui progresse. Vous avez augmenté le nombre de psychologues parce qu'au début, il n'y en avait pas beaucoup. Ils n'étaient pas assez payés. Le Premier ministre va faire des annonces aujourd'hui. Là aussi, encore une fois, j'avais dit que je ne le ferais plus, mais chargé de produits, on a fait une étude très intéressante et honnêtement. Qui questionne sur les prescriptions de médicaments anxiolytiques pour les jeunes, les 12-25 ans, avec des augmentations importantes. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est parfois une meilleure prise en charge ? Est-ce que c'est au contraire un indicateur d'une santé mentale qui se dégrade ? On sait qu'il y en a aussi. Donc oui, en tout cas, on souhaitera évidemment apporter notre pierre à merci. On a été vraiment... Oui, merci. Excusez-nous, c'est le temps imparti est terminé, mais on a été très heureux de vous avoir, surtout aujourd'hui. Enfin, revenez. Hein. Avec plaisir. Et on réinvitera. Alors, attendez, ne bougez pas. Merci aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T. à la veille des acteurs de la santé à Ortus et LDC Santé. Merci à nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision, Care et Via Voice. Vous savez ce que disait Churchill ?
Les économies, c'est bien si c'est vos parents qui les ont faites. Voilà, je vous laisse, vais la prendre à sur vous. ces quelques mots. Bon retour.